comporte déjà des éléments du pré-apparaître utopique, du nouveau, du novum, qui est le but de toute politique orientée vers l'émancipation et de la fin de l'aliénation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin, toujours selon Ernest Bloch, d'une éthique morale nouvelle, révolutionnaire, capable de médiatiser les concepts fondamentaux du socialisme tels que liberté, égalité, justice sociale, fraternité, solidarité, avec le combat politico-économique politique visant l'instauration d'un ordre économique et social nouveau. À ce propos, il est intéressant de voir comment Ernest Bloch, dans sa tentative d'esquisser une philosophie de la nature pour un marxisme rénové, avec son mot d'ordre de la naturalisation de l'homme et de l'humanisation de la nature, emprunte certains concepts à Schelling, notamment à propos de la postulation d'un sujet naturel et de la définition de la nature en tant que processualité permanente se régénérant toujours. C'est précisément ici, je pense, que réside l'actualité, voire la réactualité de la pensée blochienne, par exemple pour le mouvement écologique contemporain, qui devient de plus en plus conscient du fait que le processus de renouveau écologique et démocratique de nos sociétés ne peut être conduit exclusivement par un pragmatisme réaliste si cher à nos gestionnaires fonctionnalistes, mais on a besoin absolument d'être activé par les images de souhait et par l'imagination utopique afin que naisse la dynamique nécessaire à ce processus de transformation écologique. Mais l'œuvre et la pensée d'Ernst Bloch a en effet plusieurs facettes. Et une de ces facettes est sa philosophie de la religion. Cela est non seulement attesté par son livre de jeunesse, Thomas Münzer, théologien de la Révolution, et le tome 3e du Principe Espérance, mais aussi par son livre intitulé « Athéisme dans le christianisme », datant de 1968, où Bloch plaide explicitement pour une alliance entre marxistes et chrétiens engagés, à savoir donc cette minorité de croyants qui interprètent l'Évangile autrement, désapprouve la monarchie papale et est prête à se ranger sous le drapeau d'un socialisme humain, promettant à mettre fin aux plus graves injustices. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, dans plusieurs pays d'Amérique latine, dont le Brésil et le Nicaragua. C'est d'ailleurs le sens de la devise d'Ernst Bloch exposée dans Athéisme et Christianisme, dans Christianisme, où il souligne, ce qui a apparemment beaucoup irrité certains chrétiens conservateurs, seul un vrai chrétien peut être un bon athée, seul un bon athée peut être un vrai chrétien. Évidemment, l'intérêt de connaissance d'Ernest Bloch dans ce livre vise en premier lieu la connaissance, la découverte, l'instrumentalisation d'éléments athées dans le christianisme, mais bien sûr un christianisme autre que celui pratiqué par les institutions de l'Église. C'est la raison pour laquelle il s'est tellement efforcé de mettre en évidence comment, premièrement, chez les premiers chrétiens, et deuxièmement chez les sectes chrétiennes du XVe, XVIe siècle, persécutées par l'Église comme hérétiques, des vraies tendances égalitaires, utopico-révolutionnaires et communistes étaient déjà à l'œuvre, c'est-à-dire des tendances que le socialisme devrait absolument prendre au sérieux. Les taboristes, les hussites, les anabaptistes de Münster, etc., etc. Et cela explique aussi pourquoi Thomas Münzer, le rival de gauche de Luther, qui dans la guerre des paysans allemands au XVIe siècle incitait les paysans avec des citations du livre des prophètes de la Bible, de l'Ancien Testament, à se rébeller contre l'oppression féodale. Pourquoi ce Thomas Münzer est devenu pour Ernst Bloch le grand symbole théologique d'une tendance authentiquement révolutionnaire dans le protestantisme allemand du XVIe siècle, qui, bien que vaincu par l'histoire, qui a plutôt donné raison à Luther et non pas à Münzer, a pu renaître 3 siècles plus tard dans d'autres contextes historiques et géographiques, par exemple dans le rang de la théologie de la libération en Amérique latine, chez Leonardo Boff, chez Gustavo Gutiérrez, chez Ernesto Cardenal, tous excommuniés par le Vatican. Avec cela, Ernst Bloch s'est en effet
positionné comme un philosophe de la religion hérétique qui, avec sa théorie de la conscience religieuse utopique, ne s'est pas vraiment aligné sur la position de Marx que la religion est l'opium du peuple. C'est écarté de cette position matérialiste extrême en montrant beaucoup plus de compréhension que tous les autres philosophes néo-marxistes du XXe siècle pour la religion, pour les religions et les croyances et les croyants, ce qui lui a valu des critiques de la part des représentants du marxisme orthodoxe et du marxisme-léninisme stalinien. Maintenant, chers amis et collègues, encore un mot sur l'autre grand philosophe qui m'a profondément marqué et influencé, à savoir sur Jean-Paul Sartre. J'ai connu Sartre personnellement que tardivement, à savoir en décembre 1974, à l'occasion d'une interview que le grand philosophe français m'avait accordée pour la première chaîne de télévision allemande ARD. Mais déjà, comme étudiant de philosophie et de la littérature française aux universités de Tübingen et de Berlin-Ouest, à la Freie Universität, j'avais commencé à lire Sartre et à m'intéresser à la philosophie de l'existentialisme. Et si j'avais été déjà, en printemps 1965, un lecteur passionné de l'autobiographie de Sartre, Les mots, que le lecteur français à l'Institut des langues et de littérature romane de Berlin m'avait fait découvrir. À partir de ce moment-là, j'ai essayé d'avancer de plus en plus dans l'exploration du continent philosophique Sartre. Je me suis intéressé, entre autres, à la critique de la raison dialectique et à l'étude monumentale que Sartre avait consacrée à Gustave Flaubert, à savoir la trilogie L'idiot de la famille, ce chef-d'œuvre d'une psychanalyse existentielle, méthodologie avec laquelle Sartre s'efforçait, par le biais de sa méthode progressive-régressive, de reconstruire dans toutes les phases et facettes le processus de genèse et de constitution de l'être écrivain de Gustave Flaubert, non seulement à partir du contexte psychologique et familial, mais aussi à partir du contexte historico-politique et social de la monarchie de Juillet en France dans les années 30 et 40 du XIXe siècle. Donc ici, la thèse principale de Sartre est celle de la névrose de Flaubert adolescent, dont les origines remontent en effet à la situation oedipiale très difficile dans laquelle grandissait le jeune Gustave à Rouen, en Normandie, c'est-à-dire dans la constellation très difficile créée par un père autoritaire, chirurgien-chef de l'hôpital de Rouen, et une mère trop froide, incapable d'apporter un peu de chaleur humaine à Gustave adolescent. Et Sartre va alors faire la démonstration magistrale. Comment précisément cette névrose transformera Gustave Flaubert en écrivain, c'est-à-dire comment les toutes premières tentatives littéraires du jeune Gustave Flaubert sont déterminées par les crises déclenchées par cette névrose qui ont à tel point marqué la vie de l'adolescent Flaubert. Donc l'autre grand livre fondamental de Sartre qui m'a fasciné pendant presque une décennie entière, c'était évidemment la critique de la raison dialectique 1960. Donc il a exercé sur moi une influence bien plus grande et déterminante que le premier grand chef-d'œuvre philosophique de Sartre, L'être et le néant. Car dans ce grand livre, à l'esquisse d'une théorie consacrée à l'esquisse d'une théorie des ensembles pratiques, Sartre s'est révélé vraiment comme un très grand dialecticien qui, ayant déjà dépassé sa première phase purement phénoménologique et cartésienne, tentait de synthétiser, d'unifier, avec son projet audacieux de l'esquisse d'une philosophie de la praxis, l'approche ontologique existentialiste avec la perspective d'émancipation du matérialisme historique et dialectique. Cette synthèse s'effectue finalement, réellement, par la fondation, dans la critique de la raison dialectique,